La page de financement participatif Patreon est maintenant en ligne. Si vous souhaitez soutenir le podcast et contribuer financièrement à son développement, rendez-vous sur la page patreon.com/sens de la visite. Sens de la visite, le podcast qui écoute Vos histoires de l'art. Je suis né en 1804, au milieu d'un lac, sur l'île d'Elgøya, en Norvège, un peu au nord d'Oslo. J'ai grandi dans une famille très pauvre, de paysans sans terre. Mais très vite, chez moi, on a décelé des qualités innées pour le dessin. Alors, en grandissant, les fermiers des alentours, conscients de mes aptitudes, m'ont demandé de peindre chez eux, dans leur salon, de grandes peintures murales. Elles ont eu du succès. Certaines existent toujours d'ailleurs. Ce sont eux, mes premiers collectionneurs. Plus tard, en 1832, attiré par la nature et les grands espaces de mon pays, je fus un des tout premiers artistes à rejoindre le Grand Nord, en suivant la côte, les falaises et l'horizon. Cette nature sauvage et spectaculaire, je l'ai croquée dans mes esquisses et immortalisée ensuite dans mes peintures. Mais plus qu'une représentation réaliste de ces paysages, je voulais surtout partager, au travers de mes œuvres, mon expérience de la contemplation, face aux éléments. Même si de mon vivant je fus reconnu comme un des meilleurs paysagistes de mon pays, il a quand même fallu attendre quelques années après ma mort pour que l'histoire de l'art me fasse une petite place dans ses plus beaux musées. Mais aujourd'hui, je suis comblé. Je suis même exposé dans le plus grand de tous, le Louvre. Je m'appelle Peder Balke, je suis un peintre norvégien du 19e siècle, et même si je suis mort il y a plus de 130 ans, je continue à vivre, au travers de mes œuvres exposées dans les musées. Car à chaque fois qu'un regard se pose sur l'une d'entre elles, je l'entends. Un jour de 2014, en déambulant dans le musée du Louvre, Christopher Michaud, alias Mr Bacchus sur Instagram, un compte référent dans l'univers numérique des créateurs de contenu culturel, s'est retrouvé par hasard dans le département des peintures scandinaves, au 2e étage de l'aile Richelieu, salle 862, celle qui expose depuis 2001 les œuvres d'un certain Peder Balke. Pour Christopher, le choc a été instantané. Il s'est retrouvé plongé dans les paysages du Grand Nord. Il en a gardé un souvenir mémorable et une passion contagieuse pour cet artiste. Avec lui, nous sommes retournés sur les traces de Peder Balke pour s'immerger de nouveau dans l'univers de ce peintre qui donne envie de voyager. Là, moi, je suis jamais allé ici. Alors pour moi, elles étaient là. Et elles le sont. Aïe, aïe, aïe. Eh ben, nous y voilà. Ah, ça m'avait manqué. Je crois que c'est avec celle-ci que ça a commencé. Je crois que c'est une vue du Cap Nord au Trondheim. Ouais, c'est sa vue du Cap Nord. Magnifique. Tu vois juste ça, le contraste qu'il a fait là, avec la falaise. C'est très simple, t'as juste cette lumière qui perce de nuit du coup, les nuages qui sont posés sur la mer. C'est très simple, la ligne est hyper épurée. Il y a un calme et je trouve ça assez extraordinaire. Elle n'a pas besoin de nous pour exister, quoi. Vue du Cap Nord est une huile sur toile qui fait partie d'une exceptionnelle série d'études de paysages, 26 esquisses et 2 peintures, commandées par Louis-Philippe en commémoration de son voyage effectué en 1795 en Laponie. Est-ce que tu peux nous décrire l'œuvre ? C'est une vue du Cap Nord qu'il a peint en 1847. On est à 200 et quelques kilomètres à l'intérieur des terres arctiques. J'y suis allé 3 ans après avoir vu cette peinture. Balke, en fait, à partir du moment où il a commencé à vendre des toiles,
L'un de ses proches lui a conseillé soit de prendre une formation auprès de Johan Christian Dahl, qui était un très grand peintre norvégien, ou alors de partir sur les traces du Grand Nord et aller s'inspirer des paysages comme un véritable romantique, partir faire des randos, ce qu'il a fait. Il a fait des milliers de kilomètres à travers la Norvège pour s'inspirer, pour trouver la légitimité de peindre, pour s'asseoir, se taire. Il y a vraiment ce rapport spirituel et non religieux, ce que je trouve hyper intéressant. Et du coup, c'est une toile qui lui avait été commandée par Louis-Philippe. Et c'est un paysage de nuit. Il y a juste une lune en haut qui perce. On voit un peu de neige, on a 5 personnages qui ont l'air plutôt calmes, qui contemplent. Et 2 d'entre eux doivent avoir la vingtaine. Et si je ne dis pas de bêtises, il y en a un, c'est Louis-Philippe, ancien duc d'Orléans. Et le deuxième, c'est le marquis de Montjoie. Est-ce que tu peux me décrire cette salle? Parce que je trouve qu'elle a une ambiance particulière. Balqueux remplit, je pense, au moins la moitié de la salle. C'est une salle qui est très calme par les toiles, par les sujets, qui est très spécifique aux pays scandinaves et qui prête beaucoup à la contemplation. S'asseoir, trouver une bonne playlist et passer un moment juste à regarder ces œuvres-là. Ça s'y prête particulièrement. Et du coup, oui, on est au bout, on est au bout du musée et grâce à Balqueux, on est un peu au bout du monde. On est au Cap Nord, qui est à, je crois, 77 degrés nord, qui est un très bel endroit. Je recommande ça aux gens. C'est magnifique. Écoute, on va s'asseoir parce que là, il y a un banc avec 3 petites places. On va pouvoir justement en parler. Tu me racontes quand même cette rencontre avec Peter Balqueux. Quand tu as vu là, de ce qu'on a devant nos yeux, c'est-à-dire des esquisses qui représentent donc des paysages du Grand Nord, est-ce que tu te rappelles un petit peu là, de ce que tu as ressenti? Je crois que c'était en 2014. Je suis rentré dans ces salles, j'ai vu ces toiles-là, même si je connais bien le Louvre, mais je m'y suis perdu. Je ne savais absolument pas ce que j'allais chercher, je ne connaissais absolument pas la peinture scandinave. J'étais jamais encore allé dans ces pays. Balqueux a été un immense coup de cœur. Je ne pouvais pas m'expliquer, je suis rentré dans ces salles, j'ai vu ces toiles-là. Ça fait vibrer une corde très personnelle, de plénitude, de calme et de méditation incroyable. C'est une véritable vibration intérieure, une paix, une tranquillité que je trouve qui est assez difficile à avoir de nos jours. Moi, je ne pars jamais de chez moi sans mes écouteurs depuis que je pense que j'ai l'âge de 14 ans. Et Balqueux, c'était ça, je pouvais enlever les écouteurs en fait. Il y avait une espèce de calme, de sérénité. Il a une économie de moyens pour montrer l'essentiel. Ce qu'on peut voir dans des peintures de paysages chinois où les artistes vont passer énormément de temps à contempler la nature pour trouver le moment où ils se sentiront prêts et légitimes pour pouvoir la peindre. Balqueux a fait la même, marché pendant des mois, des semaines à travers la nature scandinave pour trouver ce moment où il se sent prêt à revenir et peindre ses esquisses. Je crois que c'est Rainer Maria Rilke qui en parle très bien dans Les Lettres à un jeune poète. L'opportunité de faire le vide dans la solitude. Et c'est à ce moment-là qu'on peut laisser rentrer autre chose. Et je trouve que Balqueux, ces toiles, permettent de faire ça. Je trouve ça rarissime. En fait, ces peintures-là, Peter Balqueux, les peintures du Nord, les paysages du Nord, ça t'a donné envie d'y aller. Cette cohabitation entre l'ombre et la lumière, cet endroit qu'on mystifie facilement, le Grand Nord. À un moment donné, je me suis dit, il faut que j'y aille, quoi. C'est comme s'il y avait une réponse, comme si aller là-bas pouvait m'expliquer pourquoi moi, je ressens ça pour la peinture de paysage. Et après, un peu plus sombre, j'avais perdu 2 personnes. Et le travail du deuil, plus le travail de recherche de pourquoi j'aime autant l'histoire de l'art, m'ont fait partir là-bas. Ça a été, je crois, en 2018. J'ai acheté un backpack, j'ai acheté une tente. Je suis parti du coup 2 mois pour faire la côte ouest d'Europe du Nord, donc d'Irlande, Écosse, Norvège et jusqu'au Cap Nord en Arctique pour aller voir du coup les îles Lofoten et le Cap Nord qu'avait peint Balqueux. Et tu as retrouvé là-bas, tu as cherché à retrouver exactement les endroits qu'il avait peints, des paysages précis? Oui et non. Une fois que j'étais sur place, je me suis laissé porter pour créer ma propre expérience. Il y en a certains que j'ai retrouvés. La vue du Cap Nord, j'ai pu la ressentir et essayer de me mettre un peu à sa place, sans être artiste, mais en tout cas juste en tant que personne qui aime la nature et qui la contemple. Tu as parlé plusieurs fois du fait que tu étais autodidacte, d'ailleurs comme Balqueux, parce que Balqueux était autodidacte, obsessionnel, grand voyageur, il y a peut-être des points communs d'ailleurs entre vous. Le talent en moins. L'obsession, ouais,
Probablement. C'est pour ça que je suis obsédé par la peinture de paysage. Mais oui, il y avait un écho. J'ai trouvé ça dingue. Ce désir de prendre du recul en allant contempler la nature, moi, je me suis toujours énormément retrouvé dans Balqueux. Et je me suis dit, est-ce que le musée peut pas avoir le même impact? La contemplation et l'oubli de soi peut arriver de la même façon. Certains méditent, ferment les yeux, s'assoient. Je pense que la peinture de paysage, la contemplation d'une œuvre d'art peut avoir exactement le même résultat, le même impact. Une peinture, on s'assoit, on passe par le silence, on laisse quelque chose rentrer et il y a quelque chose qui se passe. Et pour moi, des fois, le cadre tombe, un paysage s'offre, l'histoire continue à arriver, les personnages continuent leurs affaires. C'est complètement hallucinatoire pour moi à certains niveaux. J'ai l'impression de me taper un trip. Il y a quelque chose de très chamanique, comme des gens qui partent prendre du LSD ou juste font des méditations et arrivent à des niveaux de transe et d'élévation où les mots sont inutiles. Je trouve que la contemplation d'une peinture, pour moi, peut avoir cette même expérience. Et alors concrètement, par exemple, tu peux voir presque la peinture bouger, la composition se mouvoir, qui physiquement, après, te font un ressenti particulier peut-être? Enfin, la brise, je peux la sentir dans ma nuque. C'est complètement déstabilisant. Et l'étape suivante pour moi était d'y aller. Je devais voir ça de mes propres yeux. Est-ce que la visualisation en vrai de ces paysages, quand elle est dans le Grand Nord par exemple, elle a été plus déceptive ou c'était mieux que la contemplation des œuvres d'art? Ou différent? Aucune déception. Le Cap Nord peut-être. Je suis arrivé là-bas, c'était très beau, mais il faisait jour, j'ai eu assez peu de temps. J'ai vu ces falaises, mais en fait, j'avais fait de la falaise pendant 2 mois. Et en fait, je me suis rendu compte que le voyage était plus important que la destination. C'était les gens que j'avais croisés, les moments de solitude, camper au milieu d'une plage avec des aurores boréales. Se faire bouffer par des moustiques au Connemara, c'est aussi un souvenir. Ou écouter du Sigur Rós, les pieds au bord d'une falaise en Écosse. C'était une belle leçon à ce moment-là. Il y a quelque chose qui m'intéresse, c'est de savoir quand est-ce que ça a commencé chez toi, ce ressenti particulier devant les œuvres d'art, où tu peux ressentir une brise, comme tu dis, peut-être la chaleur d'un soleil, les voix des personnages qui sont dans les tableaux. Est-ce que tu te souviens de la première fois où tu as ressenti cette façon de pénétrer dans une peinture? Ouais, très clairement, je l'oublierai jamais. J'avais 19 ans, j'étais parti à Londres avec mon meilleur pote de l'époque. Je pensais plus boire des bières que faire autre chose. Le musée n'était pas du tout ma priorité. Et une amie qui me connaissait un peu me disait « Ouais, mais tente le coup. Il y a la Tate Britain, va jeter un coup d'œil. » Et je le fais un après-midi avec mon pote. Je mets les écouteurs, j'entre là-dedans. J'écoutais The Wall de Pink Floyd. Et je me souviens, je vois des monstres. Après, je me souviens que c'était Bacon. Je vois Blake, je me souviens, je l'avais noté Constable, ces petits personnages tout petits, transparents, des paysages, mais c'est quoi ce truc? Puis à un moment donné, j'entre dans une grande salle, et sur ma gauche, une toile monumentale. C'était le plus beau des chaos que j'ai vu de ma vie. La lumière et l'ombre cohabitaient parfaitement ensemble. Et je vois cette œuvre, je cherche même pas à savoir qui c'est, je me pose devant. Puis là, il y a ce truc qui s'est passé, j'ai été très ému, je ne comprenais pas ce qui m'arrivait, j'ai fait un peu honte, j'étais gêné, je me dis bon, arrête de faire ta drama queen. Et les larmes commençaient à couler. Et je me lève, du coup, je vais lire le cartel, je pense 20 minutes plus tard. Et je lis, c'est du coup J.M.W. Turner, Hannibal traversant les Alpes. Et j'oublierai jamais ce moment. C'était la première œuvre. Enfin, c'était devenu mon meilleur pote, quoi. Enfin, cette toile est devenue mon ami. J'ai l'impression que je m'étais confié, je comprenais pas du tout ce qui m'arrivait. Et ça m'était réarrivé je pense que c'était à 21 ans. Donc j'avais toujours pas du tout commencé mes études ou quoi que ce soit dans l'art. Et la mère d'une de mes meilleures amies me dit va voir ce mec, je pense que ça va vraiment me plaire. Il s'appelle Odilon Redon, au Grand Palais à Paris. Pas la moindre idée de qui c'est. Et la toute première œuvre, c'était L'Esprit de la forêt. Une toute petite gravure d'un petit bonhomme squelettique. Il a des branches qui grimpent vers le ciel et des racines qui s'enterrent dans le sol. Il a les mains sur les hanches. L'image, je la trouvais magnifique. Et il m'avait l'air sympathique. Et ça m'avait
tellement marqué qu'un an plus tard, je me suis fait tatouer entre les omoplates. Parce que ce que Redon m'a fait, c'est derrière que j'ai commencé l'histoire de l'art. C'est ça que je dois faire de ma vie, quoi. Et chaque artiste comme ça, quand il y a un impact sur moi, j'ai eu besoin. Enfin, je me suis fait tatouer un an ou deux après. Ça a besoin de les remercier. Enfin, ça paraît complètement cucu. Hein. Et tu peux le garder au montage, celle-là. Mais il y a un moment dans ta vie où tu commences donc à rentrer pleinement dans l'histoire de l'art, jusqu'à ce que tu fais maintenant, c'est-à-dire créateur de contenu multimédia pour les institutions culturelles. Qu'est-ce que tu faisais avant ce moment charnière ? Oula, je travaillais dans la mode, j'ai été mannequin pendant 10 ans, de 19 à 30 ans. Donc toujours en rapport avec de l'image, mais rien à voir. Du coup, j'ai eu la chance d'énormément voyager pendant 10 ans à travers le monde. Le métier me plaisait, enfin, c'est une chance, on est payé à pas faire grand-chose, on va pas se mentir. Même s'il y a une pression psychologique et physique qui est particulière, mais il y avait quelque chose qui me manquait toujours. Et je me souviens qu'après avoir vu Redon, et que j'ai acheté mes premiers bouquins d'histoire de l'art, je profitais dans chaque ville, dans chaque pays où j'allais pour aller voir absolument tous les musées et apprendre au contact des œuvres, parce que je savais que les études, c'était pas trop mon fort. M'asseoir sur une chaise, une école, les ordres, l'autorité, je crois que j'ai un peu de mal. Jusqu'au moment où il y a le complexe du mannequin, je suis autre chose, vous savez, enfin voilà, ce truc un peu basique, mais qui a un peu de vérité. Puis en fait, je racontais pas l'histoire qui m'importait. J'ai fait sauter mon compte mannequin, j'ai foutu en l'air ma carrière, j'ai perdu quasiment toutes mes agences, que je n'existais plus, et je me suis lancé dans l'aventure. C'est ce que j'ai essayé de faire sur Mister Bacchus. C'était rassembler des images de peinture qui me faisaient du bien, qui me faisaient me poser des questions, les partager et me dire si ça me fait du bien et peut-être qu'il y a d'autres aussi. J'ai une obsession pour l'image. J'ai toujours trouvé ça hyper intéressant de pouvoir raconter une histoire en rassemblant des images. C'est ce que j'ai essayé de faire sur le compte. Il y a une partie de la vie de Balke dont tu m'as parlé tout à l'heure quand on est arrivé, mais c'est un artiste qui s'est mis à avoir des convictions sociales et politiques très fortes sur plutôt la deuxième partie de sa vie. Il a même créé un quartier d'ouvriers à Oslo. Oui, effectivement, quand il est rentré en Norvège après son voyage à Paris, il s'est engagé en politique avec une certaine distance, mais il avait réussi enfin à vendre des œuvres. Il avait enfin de l'argent, ce qui vendait pas mal en Allemagne. Et il a racheté une propriété, un énorme terrain, qui s'appelait Balkeki, du coup le quartier de Balke, pour la classe ouvrière et pour les artistes fauchés, pour qu'ils aient un lieu où vivre et produire. Et malheureusement, le quartier a brûlé, après sa maison a brûlé avec. Et Balke mourra quelques années plus tard d'un anévrisme. En 1887, à 83 ans, à Christiania, l'actuelle capitale de la Norvège, Oslo. C'est que des années plus tard qu'il sera remis au goût du jour comme étant un génie au même niveau que Friedrich, au même niveau que Turner chez les Norvégiens. C'est une superstar maintenant là-bas. Alors justement, est-ce que tu peux nous expliquer rapidement, mais comment ça se fait qu'il y ait autant d'œuvres de Peter Balke ici au musée du Louvre ? C'est une histoire que je trouve géniale. En fait, Balke avait réussi à vendre un peu à certains rois, au roi de Suède. Et Balke en fait était au courant que le roi Louis-Philippe, du coup ancien duc d'Orléans, avait dû fuir la France à cause de la terreur. Donc il est parti en 94. Enfin, des sources disent entre 93 et 95 pour fuir et potentiellement survivre. Il est parti avec un de ses amis, le marquis de Montjoie. Et du coup, ils sont partis en Norvège, partis, je crois, de Trondheim jusqu'au Cap Nord. Ils avaient la vingtaine. Ils étaient d'ailleurs partis incognito. Et ça a eu un énorme impact. Enfin, le roi avait été extrêmement marqué par ce voyage. Et Balke entend parler de cette histoire. Il se dit, bon, il y a peut-être une carte à jouer. Donc il arrive à avoir une lettre de recommandation. Il arrive en France. Il met un peu de temps à trouver parce qu'il ne connaît pas grand monde. Il met une fortune dans les hôtels. Il a ses 7 enfants. Il a sa femme avec lui. Et il avait un courage incroyable. Et sa femme aussi, je pense. Et bref, du coup, ils arrivent à Paris, je crois en 47. Et ils pensent à faire une lettre officielle par la voie diplomatique au roi de France pour avoir une audience. On essaie de le dissuader, on dit ça marchera jamais. Et Balke ne lâche rien. Il en fait écrire une en français et il se dit bon, on va parler d'émotion. On va rappeler au roi ce voyage et je vais lui raconter que je suis allé sur les traces que le roi avait visitées, que j'ai avec moi ses esquisses. Il envoie cette lettre, il y arrive. Louis-Philippe reçoit la lettre. 10 jours plus tard, il reçoit une réponse positive. Il a jusqu'au lendemain pour y aller. Tout ce qu'on a, c'est des lettres. Je rêverais de pouvoir mettre la main dessus. Déjà, la lettre de Balke existe. Elle est aux Archives nationales. Les échanges de Louis-Philippe avec Balke existent, également aux Archives nationales.
Du coup, Balqueux arrive, le roi le fait attendre dans une autre salle, il regarde ses œuvres, on lui dit qu'il peut rentrer, il commence à parler allemand, il se rend compte que les deux parlent allemand, donc en fait le traducteur ne sert plus à rien, ce qui a dû aider à créer encore plus un lien tous les deux. Il parle pendant des heures, pas forcément de peinture, il parle de voyage, d'expérience. Louis-Philippe est un peu vieux, je pense qu'il se souvient un peu de ce qu'il a vécu avant, je pense que c'est des souvenirs assez tendres pour lui, et il lui dit de revenir le lendemain. Balqueux revient, le roi a retrouvé sa carte quand il avait la vingtaine, avec en rouge tout le tracé qu'il avait fait. Et il lui commande les esquisses qu'on a avec nous. Il lui commande 2 peintures sûres, donc celle qui est à notre gauche, du Cap Nord, et il lui demande d'être rajouté lui et son ami le marquis de Montjoie sur la toile. Donc je pense que c'est eux deux. Et bref, du coup on se retrouve à l'heure actuelle à avoir 30 œuvres. C'est l'artiste du coup norvégien le plus collectionné par le Louvre, de façon totalement inédite, de façon hyper originale, à se retrouver à avoir quasiment une pièce complète dédiée à cet artiste-là, qui a été retrouvé des années plus tard dans les sous-sols du Louvre. Alors là, tu nous fais voyager, tu nous donnes envie d'aller là-bas. Le Grand Nord, l'Arctique, c'est pas si loin que ça, c'est 3 heures d'avion. Mais comment tu donnerais envie à des gens qui sont jamais venus dans cette salle où on est, dans le Louvre, dans cette partie du Louvre, comment tu leur donnerais envie de venir pour qu'ils viennent voyager ici pendant quelques minutes ? Il n'y a pas besoin de savoir pour apprécier. Une chose auquel je crois, que j'essaie de défendre, c'est que l'émotion vient avant la connaissance. L'émotion peut donner envie d'apprendre davantage. Cet artiste est unique en France. On n'a pas besoin de connaître l'histoire de l'art pour l'apprécier. On vient juste ici, on est tranquille, on peut venir avec des amis, juste en parler, rêver. Le Nord, ce Nord mystique qui fait autant peur, qui donne envie. Avoir un peu de nature, un peu de tranquillité quand on n'a pas la possibilité de voyager, ça fait du bien. D'aller voir certaines de ces peintures. Et de sentir une petite brise qui passe derrière le cou. Voilà, pas besoin de te prendre d'hallucinogènes pour ça. Je crois que c'est avec celle-ci que ça a commencé. Merci Christopher d'avoir partagé ta passion pour Balqueux, le Grand Nord et l'histoire de l'art. Retrouvez tout son imaginaire sur son compte Instagram, @MrBacchus, là où Christopher archive, compile et remixe des images de peinture, portraits, paysages ou nature morte pour écrire des nouvelles histoires esthétiques et personnelles. Maintenant, on vous emmène sur les traces de Peder Balqueux, un peintre qui nous guide depuis Paris vers le Nord et la Norvège à travers ses œuvres. On commence donc au musée du Louvre pour retrouver l'exceptionnelle série de paysages nordiques que lui a commandé Louis-Philippe, les 26 esquisses et 2 peintures représentant des paysages du Danemark et du Cap Nord. Prochaine étape, en Norvège, à la National Gallery d'Oslo, où 17 de ses œuvres sont exposées. Continuez ensuite la route vers le nord, jusqu'au village de Toten, en face de l'île d'Elgoya, là où Balqueux est né. C'est ici qu'il a peint ses premières œuvres, dans les fermes du village, d'immenses peintures murales grandioses qui ornent toujours les salons de ces maisons du XVIIIe siècle. Un centre Peder Balqueux est d'ailleurs ouvert à la visite dans l'une d'entre elles. Point final d'un voyage qui pourrait être le vôtre. Un grand merci aux équipes du musée du Louvre pour leur accueil et pour avoir permis l'enregistrement de cet épisode. Suivez toute l'actualité du podcast sur les réseaux sociaux Instagram, Facebook et Twitter. À très vite pour de nouvelles histoires de l'art.